Bien, je vais arrêter le préambule pour commencer réellement l'introduction à la littérature française. J'ai quand même parlé du corps en préambule parce que il est évident que le corps exalte le sentiment patriotique puisqu'on comprend que Roland se sacrifiera pour son suzerain Charlemagne. Alors, suzerain, ça vient du latin superus, supérieur, sus, préfixe sus vers le haut. Voilà, on respecte cette hiérarchie vers le haut de ce qui est supérieur, c'est le suzerain. Alors pourquoi cette hiérarchie? Alors hiérarchie, ça vient de hieros, sacré, et archéin, commandé. Donc les hiérarchies, bien comprendre que toute hiérarchie, c'est un peu le commandement du sacré, en principe. Voilà. Et disons d'une manière étymologique. Et d'où vient ce respect que finalement tous les guerriers de Charlemagne ont pour lui? Ça vient probablement déjà du fait qu'il est évidemment suzerain sacré, mais en même temps de l'aura qui remonte notamment à Charles Martel, qui était maire du palais et qui a vaincu les Arabes en 732. Et donc il tire de cette victoire, Charles Martel a tiré de cette victoire un ascendant moral, un prestige énorme, dont bénéficiera également son fils Pépin le Bref, qui finira lui-même par déposer le dernier roi mérovingien Childéric III. Mérovingien, ça vient de Mérové, qui était le grand-père de Clovis. Donc, ce Pépin le Bref va se faire sacrer en 751 à Soissons par les évêques de Gaulle avec l'assentiment du pape Zacharie. Il sera sacré au nom de l'Église catholique. Les évêques vont lui donner une onction marquant sur son front avec de l'huile le Saint-Crème pour lui transmettre le Saint-Esprit. Et cette cérémonie rappelle évidemment l'onction des rois d'Israël dans la Bible. Ainsi, le roi des Francs est désormais investi par Dieu d'une mission de protection de l'Église, le droit divin lui conférant une sacralité pour diriger les peuples que Dieu lui confie selon le dogme catholique. Ainsi, une nouvelle dynastie commence, celle des Carolingiens, qui tire son nom de Charlemagne, qui est le plus grand des Carolingiens. Charlemagne, c'était Carolus Magnus, qu'on a traduit par Charlemagne. Donc, Charlemagne va jouir de ce prestige. Alors non seulement l'ascendant moral, le fait que c'était un très grand chef, et en même temps euh, la sacralité de la fonction royale. Alors, il est évident que le corps a fait appel à, à cette exaltation du sentiment patriotique et ça fait penser à la chanson de Roland. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la chanson de Roland? C'est les sentiments, ce qui est intéressant, c'est les sentiments de loyauté, de fidélité, l'honneur féodal. Le vassal rend service à son suzerain, donc à sa patrie en fait. Voilà, parce que le suzerain, ça représente la patrie. Bon, du point de vue littéraire, il faut savoir que les croisades ont lieu également entre 1096 et 1270 et que elles auront forcément une influence sur la littérature médiévale. Et les héros carolingiens qui sont chantés dans les chansons de jazz du XIe et XIIe siècle, ils ressemblent plus aux barons et aux croisés du XIe et XIIe siècle. Les trouvères et les troubadours se sont adaptés à leur auditoire.
Ceci dit, dès 800, la chronique du pseudo-Turpin, le pseudo-Turpin parce que c'est pas vraiment lui qui a écrit ça, on ne sait pas qui exactement a écrit ça. Il a célébré, ces textes célèbrent les prouesses et faits d'armes de Charlemagne, et ce récit des exploits de Charlemagne va connaître une popularité croissante dès la seconde moitié du XIIe siècle. Et c'est probablement par ce texte que Vigny connaîtra l'histoire de Roland, qu'il célébra dans son poème Le Corps. Alors l'histoire de Roland est déjà déformée, évidemment, par ce texte des chroniques des exploits de Charlemagne. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Cependant, la chanson de Roland reprend exactement la même histoire, et cette chanson de Roland a été composée à la fin du XIe siècle par Thierold, un bénédictin de l'abbaye de Fécamp. Et cette geste du chanson de Roland, c'est le premier grand écrit médiéval en français, ou plutôt en anglo-normand, ce qui est la même chose que le français d'ailleurs, peut-être légèrement différent, mais bon, les Normands parlaient français. Et il existe 9 manuscrits, dont le plus ancien a été découvert en 1834 à Oxford. Donc on appelle ça le manuscrit d'Oxford parce qu'il a été découvert seulement en 1834 et il sera publié en France en 1837. Donc Vigny ne connaît pas la chanson de Roland telle qu'on la connaît aujourd'hui, quand il compose du moins son poème Le Corps. Mais il connaît par contre les chroniques des prouesses et faits d'armes de Charlemagne. Et donc on pense qu'il tire son récit de ce texte. Bien, donc en fait, pour moi, la chanson de Roland, ça a un intérêt principalement documentaire. Et donc, je vais passer parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Et ceux que ça intéresse, bah écoutez, je pense qu'ils peuvent lire la chanson de Roland. C'est une très bonne chose de lire la chanson de Roland. Moi, je ne trouve pas que ça vraiment très intéressant. Donc le premier grand texte pour moi, c'est plutôt le roman de Tristan et Iseult. Et donc je vais commencer l'étude du roman de Tristan et Iseult. Alors pour commencer, je vais faire un petit rappel sur les chansons de geste du XIe, XIIe siècle qui sont chantées au nord par les trouvères, qui sont de langue d'oïl, ce sont des jongleurs ou des poètes, et au sud par les troubadours, qui sont les poètes courtois, qui chantent l'amour mystique et chevaleresque. Alors des fois c'est des poètes, certains sont des seigneurs, alors certains beaucoup ont composé eux-mêmes des chansons de geste, mais bon, ils récitent également les chansons de geste connues. Alors langue d'oïl, oil ça vient de oui, qui vient de l'ancien franc o, et le o franc vient directement du latin hoc. Les trouvères et les troubadours donc signifient tous deux en fait ceux qui trouvent. C'est pour ça que Gaston Paris, dans sa préface que je vais lire en partie au roman de Tristan et Iseult, va parler, lui, de trouveurs, pour résumer les trouvères et les troubadours. Donc je vais commencer par vous lire la préface de Gaston Paris. J'appelle Paris, je ne sais pas si ça s'écrit comme Paris, mais comme c'est un nom de personne, moi je le prononce Paris. Bon, je ne sais pas comment ceux qui connaissent cette famille le disent. Bon, je préfère dire Paris que Paris. Bon. Donc la préface. J'ai le plaisir de présenter au lecteur le plus récent des poèmes que l'admirable légende de Tristan et Iseult a fait naître. C'est bien un poème, en effet, quoiqu'il soit écrit en belle et simple prose. Monsieur Joseph Bédier est le digne continuateur des vieux trouveurs qui ont essayé de transvaser dans le cristal léger de notre langue l'enivrant breuvage
où les amants de Cornouailles goûtèrent jadis l'amour et la mort. C'est donc un poème français du milieu du XIIe siècle, mais composé à la fin du XIXe siècle, que contient le livre de M. Bédier. C'est bien ainsi qu'il convenait de présenter au lecteur moderne l'histoire de Tristan et Iseut, puisque c'est en prenant le costume français du XIIe siècle qu'elle s'est emparée jadis de toutes les imaginations, puisque toutes les formes qu'elle a revêtues depuis remontent à cette première forme française, puisque nous voyons forcément Tristan sous l'armure d'un chevalier et Iseut dans la longue robe droite des statues de nos cathédrales. Mais ce costume français et chevaleresque n'est pas le costume primitif. Il n'appartient pas plus à nos héros qu'à ceux de la Grèce et de Rome que le Moyen Âge en affublait au même temps. Ainsi, en combinant les indications souvent bien fugitives des conteurs français, on arrive à entrevoir ce qu'a pu être chez les Celtes ce poème sauvage, tout entier bercé par la mer et enveloppé dans la forêt, dont le héros, demi-dieu plutôt qu'homme, était présenté comme le maître ou même l'inventeur de tous les arts barbares, tueur de cerfs et de sangliers, savant dépeceur de gibier, lutteur et sauteur incomparable, navigateur audacieux, habile entre tous à faire vibrer la harpe et la rote. Alors la rote, je signale en passant que c'est un instrument de musique du Moyen Âge à cordes pincées, et ça vient du germanique rota, H-R-O-T-A. Bon, je referme la parenthèse. Donc, habile entre tous à faire vibrer la harpe et la rote, sachant imiter jusqu'à l'illusion le chant de tous les oiseaux, et avec cela, naturellement, invincible dans les combats, dompteur de monstres, protecteur de ses fidèles, impitoyable à ses ennemis, vivant d'une vie presque surhumaine, objet constant d'admiration, de dévouement et d'envie. Ce type s'est formé à coup sûr très anciennement dans le monde celtique. Il était tout indiqué qu'il se compléta par l'amour. Je n'ai pas à redire ici quel est dans la légende de Tristan et Iseut le caractère de la passion qui les enchaîne, et ce qui fait de cette légende, dans ses formes diverses, l'incomparable épopée de l'amour. Je rappellerai seulement que l'idée de symboliser l'amour involontaire, irrésistible et éternel par ce breuvage dont l'action, et c'est en quoi il diffère des filtres vulgaires, se prolonge pendant toute la vie et persiste même après la mort, que cette idée qui donne à l'histoire des amants son caractère fatal et mystérieux a évidemment son origine dans les pratiques de la vieille magie celtique. Donc ce qui attirait les poètes français du XIIe siècle dans l'histoire de Tristan et d'Iseut, ce qui les poussait à entreprendre de la faire entrer malgré toutes les difficultés et les obscurités qu'elle leur présentait dans la forme déjà consacrée des poèmes en vers octosyllabiques, ce qui fit en effet le succès de leur entreprise et valut à cette histoire, dès qu'elle fut connue du monde romano-germanique, une popularité sans précédent, c'est l'esprit qui l'anime d'un bout à l'autre, qui circule dans tous ces épisodes comme le boire amoureux dans les veines des deux héros. L'idée de la fatalité de l'amour qui l'élève au-dessus de toutes les lois, incarnée dans deux êtres d'exception, cette idée qui répond aux sentiments secrets de tant d'hommes et de tant de femmes, c'est d'autant mieux emparée des cœurs qu'elle est ici purifiée par la souffrance et comme consacrée par la mort. Au milieu de la fragilité ordinaire des affections humaines, des déceptions renouvelées que subit l'illusion toujours changeante, le couple de Tristan et d'Iseut, rivé dès l'abord d'un lien mystérieusement indissoluble, battu par tous les orages et irrésistant,
essayant vainement de se déprendre et finalement emporté dans un dernier et éternel embrassement, apparaissait et apparaît encore comme une des formes de cet idéal que l'homme ne se lasse pas de faire planer au-dessus du réel, et dont les aspects multiples et opposés ne sont que des manifestations diverses de son aspiration obstinée vers le bonheur. Si cette forme est une des plus séduisantes et des plus émouvantes, elle est aussi une des plus dangereuses. L'histoire de Tristan et d'Iseut a versé jadis, on en saurait douter dans plus d'une âme un poison subtil, et aujourd'hui encore, préparé par le magicien moderne qui y a joint la puissance de l'incantation musicale, le breuvage d'amour a certainement troublé, peut-être égaré plus d'un cœur. Mais il n'y a pas d'idéal dont le charme n'ait son péril, et pourtant on ne saurait priver la vie d'idéal sans la condamner à la platitude ou aux bornes désespoir. Il faut savoir, quand on passe devant les grottes des sirènes, se tenir fermement attaché au mât, sans renoncer à entendre la divine mélodie qui fait entrevoir aux mortels des félicités surhumaines. Au reste, si tout l'attrait du vieux poème subsiste dans le renouvellement qu'on va lire, le danger qu'il pouvait présenter pour les contemporains de Beyrouth y est singulièrement atténué pour les nôtres. Les passions sont d'autant plus contagieuses pour les âmes qu'elles se présentent dans des âmes semblables. Alors ça, c'est pas sûr du tout, mais enfin bon, c'est Gaston Paris qui le dit. Lorsqu'il s'agit d'âmes lointaines et très différentes, sinon dans leur fond, au moins dans les conditions extérieures de leur activité, les passions gardent toute leur grandeur et leur beauté, mais perdent beaucoup de leur force suggestive. Bon, j'en suis pas absolument sûr de cette affirmation. Mais bon, je respecte le beau texte de Gaston Paris. Le Tristan et Iseut de Beyrouth, ressuscités par M. Bédier, avec leurs costumes et leurs allures d'autrefois, avec leur façon de vivre, de sentir, de parler, moitié barbare, moitié médiévale, seront pour les lecteurs modernes comme les personnages d'un vieux vitrail aux gestes raides, aux expressions naïves, aux physionomies énigmatiques. Cependant, derrière cette image, marquée de l'empreinte spéciale d'une époque, on voit comme le soleil derrière le vitrail resplendir la passion, toujours identique à elle-même, qui l'illumine et la fait flamboyer tout entière. Bon, donc j'arrête là sur la préface de Gaston Paris. Très belle préface à méditer. Et je commencerai dans la prochaine vidéo le chapitre 1, les enfances de Tristan. Donc à suivre.